BFM Bourse, la carte IMO. La carte IMO avec aujourd'hui en plateau Sandrine Allonnier, bonjour. Bonjour. Responsable des partenariats bancaires chez Vous Financer, et Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Quel titre pourrais-je vous donner? Journaliste spécialiste de l'immobilier à BFM Business. Quand c'est Stéphane Pedrazzi qui m'appelle chef du service immobilier, c'est pas vrai. trouve ça assez sympa. Bon, bah, je vais vous appeler comme ça. Petite dédicace à Stéphane s'il nous écoute. Si tu nous regardes aussi. Sandrine Allonnier, avec vous, on va parler, on va voir hein, si la guerre en Ukraine et ses effets, notamment sur la flambée des prix de l'essence, commencent à avoir un impact sur le marché de l'immobilier. Marie, on commence avec vous. Et vous allez nous reparler d'une mesure qui avait fait beaucoup parler d'elle au moment de sa création en 2016, le permis de louer. Depuis 6 ans, les villes qui le souhaitent peuvent imposer un tel permis, sauf qu'il était jusqu'ici quasiment impossible de savoir lesquels et dans quelle mesure. Oui, alors c'est une vraie question que devraient se poser tous les propriétaires bailleurs qui nous écoutent. Est-ce que le bien que je loue nécessitait au préalable d'obtenir un permis de louer? Alors je vous rappelle, en fait, en 2016, quand est née cette mesure, l'idée c'était de lutter contre les marchands de sommeil, contre les logements indécents. Et donc on a ouvert la possibilité aux communes qui le souhaitent d'imposer une sorte de permis de louer. Alors je dis une sorte de permis de louer parce que toute la difficulté pour avoir les informations, savoir le nombre de villes qui imposent ce permis de louer, elle est là la difficulté, c'est que d'abord elles communiquent peu, les villes, là-dessus, et puis qu'ensuite c'est vraiment un permis à la carte. C'est-à-dire que vous pouvez imposer ce permis de louer sur toute une commune ou sur une zone, des rues, sur tel type de logement plutôt que tel autre type de logement. Vous pouvez, alors en termes de permis de louer, demander une simple déclaration en mairie. Où vous pouvez carrément demander une autorisation préalable de mise sur le marché. Dans ces cas-là, il faut venir que quelqu'un de la mairie vienne contrôler le bien pour savoir s'il est décent et vous donne l'autorisation. C'est quand on se dit que le bien qu'on va louer est un petit peu vétuste? Oui, c'est pour que la mairie puisse avoir. Alors, c'est pas quand on se dit, c'est si votre bien est concerné. Quand on le sait. Voilà, c'est si vous vous trouvez sur la zone dans un type d'immeuble qui est concerné par le permis de louer, vous n'avez pas vraiment le choix en réalité. Il faut aller faire cette demande. Donc en réalité, c'était compliqué de savoir où était ce permis de louer, quel type de permis de louer était, et donc on se disait à un moment donné qu'il n'y avait que quelques dizaines de villes qui étaient concernées. Au final, on en apprend des choses incroyables. C'est qu'en fait, il y a plusieurs centaines, 388 villes de France dans lesquelles il y a aujourd'hui un permis de louer. Alors Marie, un acteur de la gestion locative a réalisé un travail de fourmi pour nous donner enfin une liste exhaustive de ces villes. C'est ce que je vous disais effectivement. Donc cet acteur de la gestion locative, il s'appelle SmartLoc, et alors très clairement on va leur rendre hommage parce qu'ils ont bossé comme des tarés. C'est pour ça que j'ai un travail de fourmi, oui clairement. Donc 388 villes qui ont un permis de louer. Alors en plus ils ne se sont pas amusés à juste dire il y a un permis de louer. Ils vous disent aussi où précisément dans telle ville et quel est ce permis de louer. Est-ce que c'est simplement une déclaration en mairie qu'il faut faire? Est-ce que c'est une autorisation qu'il faut obtenir au préalable? Est-ce que c'est les deux? Parce que parfois ça peut être les deux. Attention quand même, il y a une méconnaissance incroyable de ce truc-là. 73% d'après SmartLoc, 73% des propriétaires concernés disent ignorer le dispositif. C'est-à-dire qu'ils sont potentiellement hors la loi. Et attention, s'ils sont découverts, s'il y a contrôle et qu'ils n'ont pas obtenu leur permis de louer, c'est jusqu'à 15 000 € d'amende. Quand même. Donc je vous conseille, parce que j'ai pas le temps de vous faire toutes les villes, d'aller sur notre site BFM Immo. D'autant qu'il y a Sandrine qui attend. D'autant qu'il y a Sandrine qui m'attend, mais qui est passionnée par ce que je raconte. Bref, je vous donne quand même quelques villes qui sont concernées. La plupart du temps, ce sont des villes qui sont autour des très grandes villes. Alors je pense à Drancy en banlieue parisienne, Mérignac du côté de Bordeaux ou encore Mar-en-Barreuil près de Lille. Il y a toute la liste sur notre site internet, 388 villes. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, histoire de ne pas payer une amende au cas où. Merci Marie. Sandrine, c'est à nous pour voir justement quels sont les effets de cette guerre en Ukraine. Alors tout d'abord un petit point traditionnel sur les taux des crédits immobiliers. Où est-ce qu'on en est en ce mois de mars? Fin mars, bientôt. Ils ont augmenté, alors on l'a dit en début de mois, mais la nouveauté, c'est qu'on a eu à nouveau des barèmes de taux en courant de mois, et encore un barème hier d'une grande banque nationale qui a réaugmenté encore ses taux de 0,15. Donc on a eu plusieurs hausses de taux au cours du mois de mars, et ça c'est du jamais vu. Ah oui. Et ça a sûrement un impact avec la situation en Ukraine, puisqu'on a eu une envolée des taux d'emprunt d'État qui ont doublé depuis le début du mois. On est passé de 0,40
0,43 début mars à 0,93 ce jour. Donc forcément, les banques adaptent leur barème. Elle répercute, oui. Mais sur les taux moyens, pour l'instant, ça reste des taux affichés. Donc évidemment, ceux qui demandent un crédit actuellement ont des taux plus élevés, mais il y a encore quand même des marges de négociation. La remontée, elle reste quand même progressive. Et on est en ce moment sur des taux moyens à 1,2% sur 15 ans, 1,35% sur 20 ans et 1,55% sur 25 ans. Mais il y a une chose qu'il faut se dire et qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'emprunter à moins de 1%, quelle que soit la durée. C'était encore le cas au début de mois. Et quel que soit son âge, quel que soit son état de santé, d'accord. Le 0,90% sur 20 ans, c'est ça. Ouais, enfin Sandrine, vous parlez de remontée progressive. Enfin, il y a quoi ? Il y a 10 jours, vous publiez un communiqué pour nous dire qu'il y avait quand même une banque régionale qui d'un coup d'un seul avait augmenté de 0,50. C'est-à-dire qu'en gros, on était passé de 1 sur 20 ans à 1,5. C'est quand même pas rien. Oui, mais alors elle a fait marche arrière. Elle a baissé son taux de 0,10 pour les meilleurs profils en se disant la hausse a été un peu trop forte. Oui, elle regarde BFM Business alors. Il y a une élasticité très forte entre les taux et la demande de crédit. Comme 40% du marché passe par des courtiers, dès qu'une banque fait un taux un peu trop élevé, évidemment, la demande va plutôt aller sur d'autres banques. Donc, ça lui a fait perdre des clients. Ça les incite, voilà. Si elles veulent garder des parts de marché durement gagnées, elles sont obligées de limiter un peu la hausse des taux. Est-ce que ces dernières hausses de taux sont liées aux conséquences du conflit ? Oui, alors indirectement, oui, aucune banque ne nous le dise. Elles nous disent plutôt, oui, c'est la hausse des conditions de refinancement, la hausse de l'inflation, le contexte général. Il n'empêche que là, il y a de nouveau une très forte corrélation entre taux d'emprunt d'État, qui sont les taux longs, qui servent de référence aux banques pour déterminer leur taux de crédit, et puis donc cette hausse des taux de crédit. Là, on est revenu à un niveau des taux d'emprunt d'État de début 2019, où les taux à l'époque étaient plutôt aux alentours de 1,5 sur 20 ans. Donc oui, la hausse des taux, elle est là. Elle est en effet liée à la guerre en Ukraine et elle risque de se poursuivre dans les prochains mois, même si, je le disais, les banques essayent de contenir la hausse, mais elles doivent reconstituer leurs marges. Et elles doivent, évidemment, si elles veulent continuer à prêter des gros volumes, elles doivent rentabiliser les crédits qu'elles accordent. Mais évidemment, ce n'est pas sans peine pour les emprunteurs, puisque pour une hausse des taux quand même de 1 demi-point, donc ce qu'on risque d'atteindre quand même dans 1 ou 2 mois, et ce qu'une ou deux banques ont essayé de pratiquer, ça fait quand même une mensualité pour 300 000 euros en hausse de 68 euros par mois. Donc si on ajoute ça au reste de toutes les hausses qu'on connaît actuellement, ça pèse évidemment sur le portefeuille. Est-ce que la hausse des prix de l'énergie ont été un élément déterminant ? Alors la hausse des prix de l'énergie, elle risque de toucher ceux qui voudraient emprunter maintenant. En fait, on a eu, je dirais, un effet richesse pendant le confinement et à cause de la crise sanitaire où on dépensait moins, on se déplaçait moins. Du coup, on a pu mettre soi-disant un peu d'argent de côté. On avait un apport, supérieur. J'aime bien le soi-disant. Et puis voilà, on a eu ce sentiment de moins dépenser. Du coup, après, les gens se sont dit, en fait, je peux racheter un bien, je peux acheter plus grand, je peux consacrer 200 euros de plus par mois à mon logement. Et je peux m'éloigner, quitte à payer une deuxième bagnole. Exactement. Ça aussi, alors que là, c'est complètement l'inverse. Les gens vont être évidemment plus ric-rac à la fin du mois avec la hausse de l'électricité qu'on va très vite ressentir, le gaz et évidemment le coût de l'essence. Et du coup, il va y avoir cet effet appauvrissement et ce sentiment que non, là, je peux pas mettre ne serait-ce que 100 ou 200 euros de plus par mois dans une mensualité. Donc ça risque de freiner un peu la demande. Et de toute façon, les banques vont être attentives à cela. Elles regardent ce qu'on appelle le reste à vivre, ce qui leur permet de s'assurer que l'emprunteur n'aura pas de mal à rembourser son crédit malgré toutes les charges courantes. Et là, évidemment, les charges courantes explosent et elles ne sont pas encore prises en compte, mais les banques regardent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui veulent acheter un bien, par exemple, à 50 km de Paris pour avoir un peu plus de verdure, c'est le printemps, les oiseaux chantent, ils veulent avoir un jardin, ça continue quand même dans cette tendance. Eh bien, 50 km de Paris, j'ai calculé, par exemple, si on veut acheter à Senlis dans l'Oise, eh bien, c'est 350 euros par mois pour le trajet, 50 km, essence plus péage, 21 jours par mois pour aller travailler. Donc, fois 2 voitures, ça fait quand même 700 euros par mois. Donc, ce qui, finalement, le gain de mensualité et de mètres carrés est malheureusement un peu atténué. Donc, on pense qu'on va avoir quand même une évolution dans les demandes. Mais ça veut dire que ça va complètement contrecarrer tout ce à quoi on a assisté ces 2 dernières années avec le confinement. En quoi ça change les plans des ménages? Ça va remettre en cause les envies. Est-ce qu'ils vont finir par dire je reste dans la grande ville, tant pis, parce que ça va me revenir finalement plus cher de m'éloigner? Ça peut remettre
remettre en cause les envies, ça peut remettre en cause voilà, des projets de vie, puisqu'il va falloir prendre ça en compte. Et encore, je n'ai pas parlé des travaux de rénovation dans la maison, avec par exemple s'il faut changer toutes les fenêtres, mettre tout en double vitrage, ce qui va devenir une obligation dans les années à venir, mais c'est encore un autre sujet. Avec les matières premières augmentent aussi. Hein. Le prix de l'aluminium a pris 50% en un an. Et il y a du ça a été retard répercuté aussi dans les prix des, oui, ça a été répercuté des chez fabricants ceux de qui fenêtres. changent les fenêtres. Donc c'est vrai qu'il va falloir prendre tout ça en compte, mais c'est aussi aux banques et à nous courtiers de prendre ça en compte pour ne pas mettre en difficulté les gens qui vont avoir un projet immobilier et faire tout pour les financer tout en assurant leur solvabilité. Vous avez un petit cas pratique à nous donner d'un couple pour qui ça change beaucoup de choses. C'était le cas de Senlis, j'en ai parlé, mais c'est vrai que voilà, il va falloir vraiment regarder de près ce reste à vivre et ne plus raisonner en termes de je m'éloigne pour gagner des mètres carrés. Il y aura je m'éloigne, peut-être que je paye une mensualité moins chère ou équivalente, mais j'ai des charges à côté qui vont être plus importantes. Donc voilà, on va vraiment... Et puis il y avait le cas de Troyes, non mais pour le coup je rejoins Vincent parce qu'on en avait parlé avec Sandrine au téléphone il y a quelques jours et qui me donnait le cas d'un couple qui voulait acheter en grande banlieue de Troyes, je crois, à une trentaine de kilomètres. Et je vous laisse nous raconter l'histoire parce qu'elle est assez... L'histoire, c'est que les banques vont être attentives au projet des emprunteurs. Et c'est vrai qu'on a eu un couple il y a un an qui voulait acheter à Troyes, à 30 km de Troyes, une maison finalement à 80 000 euros avec 50 000 euros de travaux, sauf que voilà, on n'était pas sûr qu'au moment de la revente finalement, eh bien le bien aurait pris suffisamment de valeur en cas de revente contrainte. Donc il y a eu un refus de la part de la banque. Ce couple est revenu 3 mois après pour acheter finalement un appartement à Troyes au même montant global, le même projet, et là la banque a accepté puisqu'elle a considéré que voilà, c'était considéré comme moins risqué pour elle et également il n'y avait pas de charges additionnelles comme le coût des transports, la deuxième voiture, une potentielle rénovation du toit, des travaux qui prennent plus de temps. C'est pas bon pour les maisons individuelles ce qui est en train de se passer là pour les centres-villes encore ça va, mais disons que ça pourrait gommer un peu l'effet confinement, envie de verre qu'on a vu. En tout cas, il va falloir vraiment bien monter son projet et faire attention à tous les coûts additionnels. Eh ben, vous serez là justement pour nous dire comment faire. Merci Sandrine Alenier, responsable des partenariats bancaires chez Vous Financer. Et merci Marie-Cœur de Roy, chef du service immobilier. Je l'ai retenu, je vous dirai ça à chaque fois maintenant. De BFM Business, merci à toutes les deux. Bientôt 15h30 sur BFM.